Moby Dick. Moi, Ismaël, j'étais un de cet équipage. Mes cris s'étaient joints aux cris des autres. Mon serment s'était soudé aux leurs. Et plus fort je criais, plus mon serment s'affermissait et plus la peur remplissait mon âme. Un sentiment de sympathie sauvage et mystique était en moi. La haine inassouvie d'Akab semblait être la mienne. Attentives et avides, mes oreilles semblaient recueillir l'histoire de ce monstre meurtrier, contre lequel, moi et tous les autres, nous avions fait serment de violence et de vengeance. Depuis quelque temps, bien qu'à des intervalles espacés, la baleine blanche, solitaire et cachée, avait hanté ces mers barbares, fréquentées surtout par les pêcheurs de baleines. Tous ne connaissaient pas son existence. Seul un petit nombre d'entre eux l'avaient effectivement vue de leurs yeux. Quelques-uns seulement, la reconnaissant, l'avaient attaquée. Étant donné qu'un grand nombre de baleiniers sont éparpillés en désordre sur la rondeur entière des eaux, que beaucoup d'entre eux poussent aventureusement leur course dans les latitudes solitaires où rarement, sinon jamais, 12 mois durant, et parfois plus, ils ne rencontrent aucune espèce de voile parlant du monde humain, étant donné, dis-je, la longueur excessive de chaque voyage, l'incertitude des retours et nombre d'autres circonstances, les nouvelles spéciales et individuelles au sujet de Moby Dick mirent bien du temps à se propager et à circuler dans la vaste flotte entière des baleiniers. Sans doute, plusieurs vaisseaux rapportèrent-ils qu'ils avaient rencontré à tel ou tel moment, sous tel et tel méridien, une baleine d'une grandeur et d'une malice peu commune. Laquelle baleine, après avoir mis à mal ses assaillants, leur avait complètement échappé. Pour moi, je présume que la baleine en question ne saurait avoir été une autre que Moby Dick. Mais comme dernièrement, les pêcheries de la baleine ont été marquées d'exemples divers et assez fréquents de férocité, de ruse et de malice du monstre attaqué, il arriva que les pêcheurs, qui par accident combattirent Moby Dick, sans savoir que c'était elle, attribuèrent l'épouvante spéciale qu'elle faisait naître au péril de la pêcherie en général, plutôt qu'à cette baleine particulière. Et c'était surtout de cette façon que la rencontre désastreuse d'Akab et de la baleine était considérée par tous. Quant aux pêcheurs, qui, ayant antérieurement entendu parler de la baleine blanche, l'avaient aperçue par hasard, ils avaient presque tous, au commencement, mis bravement et hardiment les embarcations à la mer, comme pour n'importe quelle baleine de cette espèce. Mais à la fin, de telles calamités avaient suivi ces assauts, calamités qui ne se réduisaient point en chevilles et poignets foulés, en membres brisés, amputés ou rognés, mais qui étaient fatales au dernier degré de la fatalité. Ces désastres avaient accumulé tant de terreur sur Moby Dick que maint hardi pêcheur, aux oreilles de qui arrivait incidemment l'histoire de la baleine, sentait son courage ébranlé. Ces folles rumeurs de toutes sortes ne manquèrent pas d'être exagérées et de rendre encore plus horrifiants les récits véridiques de ces rencontres mortelles. Car le fabuleux naît du corps même de tout événement surprenant et terrible, comme l'arbre abattu donne naissance aux champignons. Et dans la vie maritime, les rumeurs folles sont nombreuses, partout où il y a une réalité suffisante pour qu'elles puissent prendre racine. En cela, la mer dépasse la terre. Et de même les rumeurs terrifiantes et merveilleuses circulent plus rapidement chez les baleiniers que chez tous les autres espèces de marins. Car non seulement les baleiniers ne sont pas exempts de la contagion de la superstition commune à tous les marins, mais aussi, parmi tous, ce sont eux qui ont le plus directement contact avec ce qu'il y a de plus affreux et de plus surprenant en mer. Face à face, ils voient non seulement ces plus grandes merveilles, mais, main à la gorge, ils se battent avec elles. Solitaires sur des eaux si lointaines et vastes qu'en y voguant des milliers de milles, en y longeant des milliers de côtes, n'atteignant jamais aucun seuil de cheminée sculptée, ni rien d'hospitalier de ce genre, sous ce côté du soleil, sous de telles latitudes et longitudes, avec un métier comme le sien,
le baleinier est enveloppé d'influences qui tendent toutes à féconder son imagination de maintes naissances féeriques. Quoi de surprenant alors si, d'avoir traversé d'aussi vastes espaces, les jets de la baleine blanche ont fini par être gonflés de toutes sortes de suggestions morbides, informes, comme le fœtus, et surnaturellement agencées. Moby Dick entraînait avec elle tout un appareil de terreur invisible. Son nom seul provoquait une telle panique que très peu de chasseurs, parmi ceux qui l'avaient entendu, consentaient à affronter les périls de sa gueule. Mais il y avait encore un plus vivant travail sournois de la peur. Même de nos jours, le prestige originel du cachalot en tant que monstre distinct de toute autre espèce de léviathan est toujours présent dans la mémoire des baleiniers. Il y en a même, de nos jours encore, qui, bien qu'intelligents et courageux quand il s'agit de combattre la baleine du Groenland ou la vraie baleine, refuseraient, soit par inexpérience professionnelle, incompétence ou timidité de combattre le cachalot. En tout cas, il y a beaucoup de baleiniers, surtout parmi ceux qui ne voguent pas sous le drapeau américain, qui jamais n'ont affronté belliqueusement le cachalot et dont la seule connaissance du Léviathan se borne à l'ignoble monstre primitivement poursuivi dans le Nord. Assis sur les écoutilles, ces hommes écoutent les contes étranges et sauvages de la chasse à la baleine du Sud, avec la frayeur et l'intérêt de l'enfant auquel on raconte des histoires à l'heure du coucher. Et l'énormité du cachalot n'est jamais aussi bien comprise que par les hommes de ses proues qui l'esquivent. La réalité, maintenant contrôlée de sa puissance, a, dans les temps légendaires, jeté une grande ombre au-devant de lui. Nous trouvons quelques naturalistes, Olassen et Povelson, qui déclarent que non seulement le cachalot est une épouvante pour toutes les autres créatures de la mer, mais aussi un être si incroyablement féroce qu'il est perpétuellement assoiffé de sang humain. Sans remonter aussi loin, le baron Cuvier lui-même, dans son Histoire naturelle, affirme qu'en voyant le cachalot, tous les poissons, requins compris, sont frappés des plus vives terreurs, et que, souvent, dans leur hâte à fuir, ils se jettent contre les rochers avec une telle violence que leur mort est instantanée. Les rapports comme celui-là ont beau être démentis par l'expérience générale de la pêcherie, il n'en reste pas moins que la croyance superstitieuse en eux demeure entière, et la soif de sang, invoquée par Povelson, continue de hanter maintes mémoires de chasseurs. Influencés par les racontars et présages concernant Moby Dick, nombre de pêcheurs se rappelaient à son sujet les plus anciens temps de la pêche au cachalot, quand il était souvent difficile de persuader aux hommes, pourtant habitués à chasser la vraie baleine, de s'embarquer pour les risques de cette lutte nouvelle et dangereuse. Ces hommes disaient qu'on pouvait chasser d'autres léviathans, avec quelque espoir de s'en sortir, mais que tirer la lance sur une apparition telle que le cachalot n'était point l'affaire des mortels, que l'essayer équivalait à faire un prompt plongeon dans l'éternité. Sur ce sujet, il y a de remarquables documents à consulter. Malgré tout, il y en avait qui, même sachant cela, étaient prêts à donner la chasse à Moby Dick. Et un plus grand nombre encore qui, n'ayant par hasard entendu parler d'elle que très vaguement et sans les amplifications superstitieuses, étaient assez solides pour ne point fuir la lutte si elle s'offrait. Une des plus folles inventions qui se trouvaient dans l'esprit des superstitieux, liée à la baleine blanche, était l'ubiquité de Moby Dick, qui avait vainement été rencontré sous deux latitudes opposées dans un même moment. Dans de tels esprits crédules, cette conception n'était pas sans avoir un semblant de réalité, car les secrets des courants des mers n'ont jamais encore été divulgués, même par la recherche la plus savante. De même, les routes secrètes du cachalot, quand il est sous l'eau, restent en grande partie inconnues de ses chasseurs. De temps à autre, naissent des suppositions curieuses et contradictoires à ce sujet, surtout en ce qui concerne les moyens mystérieux avec lesquels, après avoir plongé à une grande profondeur, ils se transportent incroyablement vite à des distances considérables. C'est un fait bien connu des baleiniers américains et anglais. En plus, une chose mentionnée par Scoresby sur les registres faisant autorité, que certaines baleines ont été capturées tout au nord du Pacifique,
dans le corps desquels on trouvait des harpons lancés dans les mers du Groenland. On ne peut nier qu'en certains de ces cas, il a été constaté que l'intervalle entre les deux assauts n'a pas excédé quelques jours. Donc, par déduction, certains baleiniers ont cru que le passage du Nord-Ouest, depuis si longtemps un problème pour l'homme, n'a jamais été un problème pour la baleine. Ici, la vérité de la vie égale la légende, même si c'est la vieille histoire de la montagne d'Estrela, qui, au centre du Portugal, hausse dans ses cimes un lac où flottent les carcasses des naufragés de l'océan, ou cette encore plus merveilleuse fontaine Aréthuse qui conduisait près de Syracuse, par des chemins souterrains, les eaux de la Terre Sainte. Ces histoires étranges sont encore dépassées par le simple quotidien de la chasse à la baleine. C'est pourquoi, sachant que de tant d'intrépides assauts, le monstre était toujours sorti vivant, les baleiniers déclaraient que Moby Dick était non seulement présente partout à la fois, mais encore que rien ne pouvait la faire mourir. Au fond, l'immortalité, c'est l'omniprésence dans le temps. Ils disaient qu'elle pouvait avoir des forêts de harpons plantés dans ses flancs et rester intacte. Son sang pouvait jaillir d'elle partout, c'était un mirage de plus, car à 100 lieues de là, son jet toujours vierge soufflait. Mais ces suppositions surnaturelles écartées, il y avait encore bien assez dans l'aspect du monstre et dans son caractère pour frapper puissamment les imaginations. Car ce n'était pas seulement son extraordinaire grosseur qui le distinguait des autres cachalots, mais aussi son front d'un blanc neigeux et ridé et sa blanche et haute bosse pyramidale. C'est par ces traits que, sur les mers les moins fréquentées, sa présence était révélée à ceux qu'il connaissait. Le reste du corps était tellement strié, tacheté, marbré, d'une même couleur de suaire, qu'il y avait gagné son nom particulier de baleine blanche, nom qui de plus se trouvait justifié par cet aspect éclatant quand, à l'heure de midi, il apparaissait, glissant à travers une mer bleu foncé, laissant un sillage d'écume crémeuse, une sorte de voie lactée toute pailletée de scintillements d'or. Et ce n'était pas non plus tant sa taille extraordinaire, ni sa couleur remarquable, ni même sa mâchoire inférieure difforme, qui la rendait naturellement terrible, que cette malice intelligente sans exemple, que selon des rapports dignes de foi, elle avait montré dans maintes luttes. Ses retraites traîtresses épouvantaient peut-être plus que tout le reste. Il est connu que plusieurs fois, alors qu'elle fuyait devant ses chasseurs victorieux avec tous les symptômes de la terreur, elle avait brusquement fait volte-face, et fonçant sur eux, avait brisé leur embarcation en 1000 miettes, ou les avait jetés, éperdus de peur, vers leur vaisseau. Plusieurs accidents fatals étaient déjà survenus au cours de ces chasses. Mais bien que des désastres de ce genre arrivent souvent dans la pêcherie sans qu'on en fasse des comptes, dans ces cas particuliers, l'infernale et féroce préméditation de Moby Dick était telle que chaque démembrement ou mort qu'elle causait n'était pas entièrement considéré comme le fait d'un être inintelligent. Jugez alors à quel degré d'ardente et folle fureur était poussé l'esprit de ces chasseurs les plus acharnés, quand ils nageaient parmi les épaves des bateaux broyés et les membres éparses des camarades déchirés, hors du lait caillé de l'affreuse colère de la baleine, sous un soleil serein et exaspérant, qui, lui, continuait à sourire comme pour une naissance ou pour une noce. Ces 3 baleinières coulaient autour de lui, avirons et hommes tournoyant dans les remous. Un capitaine, saisissant un couteau planté dans une proue rompue, s'était élancé sur la baleine comme un duelliste d'Arkansas sur son adversaire, cherchant aveuglément avec une lame de 6 pouces à atteindre la vie profonde d'une toise de la baleine. Voilà ce qu'avait fait Achab. Et c'est alors que, passant soudain sous Achab sa mâchoire en forme de faucille, Moby Dick lui avait fauché la jambe comme un moissonneur fauche une tige dans un champ. Aucun assassin vénitien ou malais n'aurait pu, semble-t-il, le frapper plus méchamment. Il était assez naturel alors de comprendre pourquoi Achab, depuis cette rencontre presque mortelle, nourrissait une haine furieuse contre cette baleine. Le plus terrible était que, dans sa frénésie maniaque, il en arrivait à l'identifier, non seulement avec toutes ses souffrances physiques, mais aussi avec ses souffrances morales.
La baleine blanche nageait devant lui comme l'incarnation de toutes ces puissances malignes que certains hommes, de nature profonde, sentent en train de les ronger, jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus pour vivre qu'une moitié de cœur ou de poumon. Puissance qui date de toujours, auxquelles les chrétiens modernes eux-mêmes attribuent la domination de la moitié du monde. Que les anciens zophites de l'Est adoraient dans leur statut démoniaque. Achab, certes, ne s'agenouillait pas pour les adorer, comme eux, mais dans son délire, il les incarnait dans la baleine blanche, tant détestée, et tout mutilé qu'il était, il se lançait contre elle. Tout ce qui rend fou et qui tourmente, tout ce qui remue le fond trouble des choses, toute vérité contenant une partie de malice, tout ce qui ébranle les nerfs et embrouille le cerveau, tout ce qui est démoniaque dans la vie et dans la pensée, tout mal était pour ce fou d'Achab visiblement personnifié et devenait affrontable en Moby Dick. Il avait amassé sur la bosse blanche de la baleine la somme de rage et de haine ressentie par toute l'humanité depuis Adam, et comme si sa poitrine avait été un mortier, il y faisait éclater l'obus de son cœur brûlant. Il est peu probable que cette manie soit née en lui au moment même de sa mutilation. En se jetant sur le monstre, couteau en main, il n'avait fait que s'abandonner à une animosité subite, passionnée et physique. Et lorsqu'il avait été atteint, il n'avait ressenti rien d'autre que l'agonie d'une lacération corporelle. Mais quand, à la suite de ce choc, il avait été forcé de rebrousser chemin, de rentrer, Achab, pendant de longs mois, avait couché dans le même hamac, seul à seul, avec son angoisse. Il avait contourné en plein hiver le morne et hurlant cap de Patagonie, et c'est à ce moment que son corps déchiré et son âme balafrée, saignant l'un dans l'autre et aussi se mélangeant, le rendirent fou. Sa folie avait dû le prendre pendant son voyage de retour, après la bataille, car plusieurs fois, il en avait eu des crises si terribles que, malgré sa mutilation, une fureur de Dieu vivant emplissait sa poitrine, et ses seconds avaient dû le ligoter, le laissant divaguer tout son soûl dans son hamac. Ainsi, enfermé dans sa camisole de force, il se balança dans le bondissement des tempêtes. Quand le bateau, voile déployée, aborda des latitudes plus supportables, alors seulement, à en juger d'après les apparences, le vieillard sembla avoir laissé son délire derrière lui, avec les houles du Cap Horn, et il sortit de son trou sombre dans la lumière et l'air béni. Or, à ce moment même, lorsque son front toujours pâle était redevenu calme et ferme, et qu'à nouveau il donnait posément ses ordres, lorsque ses seconds remerciaient Dieu de ce que sa triste folie avait pris fin, l'âme cachée d'Achab continuait à délirer. La folie humaine est souvent féline et rusée. Quand on la croit partie, elle n'est peut-être seulement que métamorphosée en une forme plus subtile. La démence d'Achab n'avait pas cessé, mais elle se concentrait profondément. L'Hudson rétréci, mais nullement diminué, coule à travers les gorges montagnardes. Telle sa manie coulait sans rien laisser d'elle derrière elle, et aussi sans que rien de sa grande intelligence ait péri. Ce qui avant n'était qu'un intermédiaire vivant, à présent était devenu l'instrument vivant. Si l'on peut se servir d'une image aussi folle, sa démence spéciale prenait d'assaut sa lucidité générale et concentrait ses bouches à feu sur son propre et fol objectif. Ainsi, loin d'avoir perdu sa force, Achab montrait maintenant 1000 fois plus d'obstinée puissance à atteindre ce seul but qu'il n'en avait jamais apporté, étant sain, à poursuivre aucun objet raisonnable. C'est déjà beaucoup, mais nous sommes à peine sur le seuil du plus profond, du plus sombre et du plus large Achab. Ah, il ne sert de rien d'éclairer les profondeurs, et toutes les vérités sont profondes. Nous voilà avec notre corps debout dans le soleil, comme un palais plein de merveilles. Mais vous qui cherchez la vérité, ô âme grave et noble, descendez sous les fondations, de cave en cave. Dans les profondeurs farouches de l'orgueilleuse construction de l'homme s'ouvre le vaste habitat des civilisations disparues. Et c'est là que sa grandeur essentielle est enracinée dans les ténèbres avec toute sa majesté. Héros antique enseveli sous l'entassement des siècles. Les dieux du ciel libre se moquent de ce roi prisonnier des écroulements de son trône. Mais lui, comme une cariatide accroupée, il porte sur ses épaules glacées l'accumulation des âges.
Descendez jusqu'à lui avec l'orgueil et la tristesse de votre âme moderne, et parlez à son vieil orgueil et à sa vieille tristesse. Vous retrouvez tout votre propre drame? Oui, jeune roi, le vieux roi sauvage connaissait déjà le secret éternellement sauvage de la race humaine. Achab le savait. Il se disait « Mes armes sont humaines, mais le combat que je veux mener est fou ». Il ne pouvait rien y changer. Il mentirait aux hommes, et le mensonge viendrait de ses profondeurs, et non de sa volonté. Il y réussit si bien que, quand il débarqua avec sa jambe d'ivoire, aucun Nantuquet ne vit en lui autre chose que le chagrin profond, tellement naturel, provoqué par son malheur. Peut-être même, au lieu de se dire que maintenant il ne pourrait plus chasser, les armateurs avisés de cette île prudente furent enclins à penser qu'une humeur si sombre le qualifiait comme le plus féroce et le plus sanguinaire des chasseurs de baleines. Mordu en dedans et brûlé en dehors, cloué par la lance d'une incroyable idée fixe, un tel personnage semblait être homme à lancer le fer, à lever son harpon contre la plus effrayante de toutes les brutes. Aussi, pour une raison quelconque, on l'estimait physiquement hors d'état de faire la chose, il restait plus qualifié que personne pour l'encourager de ses ordres d'attaque et de ses hurlements. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'avec le secret de sa rage folle, nullement atténué, mais bien clos et verrouillé en lui, Achab s'était embarqué pour le présent voyage dans l'unique but, l'absorbant tout entier, de chasser la baleine blanche. À ce moment, si à terre ses vieux camarades avaient seulement soupçonné la moitié de ce qui se cachait alors en lui, avec quel empressement n'aurait-il pas arraché le vaisseau à cet homme diabolique? Eux ne pensaient qu'à des croisières profitables, dont les bénéfices seraient payables en dollars de l'hôtel de la Monnaie, et lui seulement à une vengeance audacieuse, implacable, surnaturelle. Voici donc ce vieillard grisonnant et impie chassant le blasphème à la bouche une baleine de Job, autour du monde. Qui plus est, à la tête d'un équipage composé en majeure partie de métis renégats, de naufragés et de cannibales, équipage affaibli moralement aussi par l'impuissante vertu et la droiture de Starbuck, l'indifférence joviale et l'insouciance inaltérable de Stubb, et la médiocrité totale de Flask. Un tel équipage, mené par de tels hommes, semblait être soigneusement trié et groupé par quelque intervalle destin pour seconder Achab dans sa manie vengeresse. De par quelle magie répondait-il si spontanément à la colère du vieillard? Par quel sortilège leurs âmes étaient-elles envoûtées, pour qu'à certains moments sa haine à lui semblât presque la leur, et cette baleine blanche, leur intolérable ennemi autant que le sien? Comment et pourquoi tout cela? Que représentait la baleine blanche pour eux? À leurs esprits inconscients était-elle apparue d'une façon vague et inattendue, comme le grand démon rampant des mers de la vie? Pour débrouiller tout ça, il faudrait plonger plus profond que je ne le suis, moi, Ismaël. Comment le mineur souterrain qui travaille en nous tous pourrait-il savoir où mène la galerie faite par son pic, dont le bruit est étouffé et qui sans cesse se déplace? Qui ne sent pas le poids du bras irrésistible? Quel esquif remorqué par un 74 peut se tenir tranquille? Pour ce qui est de moi, je m'abandonnerai à l'heure et au lieu. Mais, tout impatient que je fusse de rencontrer la baleine, je ne pus rien voir d'autre en cette bête qu'un mal mortel. La blancheur de la baleine. Ayant déjà fait allusion à ce qu'était la baleine blanche pour Achab, reste à dire ce qu'elle était parfois pour moi. Sans parler de ce qui saute aux yeux à propos de Moby Dick, et qui peut effrayer l'âme de n'importe quel homme, il y avait une autre image, ou plutôt une idée terrible d'elle, indescriptible toutefois, mais qui, par son intensité, dépassait parfois tout le reste. Quelque chose de mystique, voire d'ineffable, qui désespérait l'entendement. Par-dessus tout, c'est la blancheur de la baleine qui m'épouvantait. Bien qu'y ayant déjà fait allusion par ailleurs d'une manière vague du reste, et au hasard de la plume, comment m'expliquer à ce sujet? Il est admis que la blancheur, par sa pureté, rehausse la beauté de maintes choses naturelles, marbre, lac, perles, et il est connu que plusieurs nations ont donné une certaine prééminence royale à cette couleur sur toutes les autres.
Les vieux rois barbares et grandioses de Pégu, avant tout autre titre, se disaient « seigneurs des éléphants blancs ». Et les modernes rois du Siam font figurer sur l'étendard royal ce même quadrupède blanc de neige. Le drapeau de Hanovre porte l'image d'un cheval blanc comme la neige. Le grand empire césarien d'Autriche, héritier de la tyrannie romaine, a pris cette teinte impériale pour couleur d'empire. Il faut bien admettre aussi que cette prééminence s'applique également à la race humaine. L'homme blanc passant pour le maître idéal de toute peuplade noire. En fait, il est vrai que la blancheur a toujours été considérée comme symbole d'allégresse. Chez les Romains, une pierre blanche signalait une journée heureuse. Cette même teinte, entre autres attributs, est également l'emblème de maintes choses touchantes et nobles. L'innocence d'une jeune mariée, la bénignité de la vieillesse. Chez les peaux-rouges d'Amérique, le don d'une ceinture blanche était le plus précieux gage d'honneur. Dans de nombreux pays, blancheur est synonyme de majesté, de justice, par l'hermine que porte le juge. Et elle contribue quotidiennement à la pompe des rois et des reines, lesquels sont véhiculés par des coursiers blancs comme le lait. Dans les mystères les plus sacrés des plus augustes religions, la blancheur est le signe de la pureté du pouvoir divin. Chez les adorateurs du feu persan, la flamme blanche était considérée à l'autel comme la plus sacrée. Dans la mythologie grecque, le grand Jupiter lui-même s'incarne sous forme d'un taureau blanc de neige. Chez les nobles Iroquois, le sacrifice d'hiver du chien blanc sacré était de beaucoup la fête la plus sainte de toutes les théologies. L'envoi de cette créature immaculée et fidèle étant considéré comme le plus pur qu'ils pouvaient faire au grand esprit, avec le récit annuel de leur propre fidélité. Il est également vrai que c'est du mot latin signifiant blanc que dérivent les noms d'une partie des vêtements consacrés que les prêtres chrétiens portent sous leur chape. Aube, etc. Dans les fastes sacrés de l'Église romaine, le blanc sert spécialement à l'office de la Passion de notre Seigneur. Dans la vision de Saint Jean, des robes blanches revêtent ceux qui sont sauvés. Et les 80 anciens, vêtus de blanc, se tiennent debout devant le grand trône blanc dans lequel s'assied le Très Saint, blanc comme la laine. Cependant, cette accumulation de tout ce qui est doux, honorable ou sublime n'empêche pas une sorte de peur mystérieuse cachée dans l'idée qu'on se fait de cette couleur. Quelque chose qui, bien plus que le rouge effrayant du sang, saisit l'âme d'une terreur panique. Cette chose illusoire, dissociée des autres qualités bienveillantes et douces, et jointe à n'importe quel objet de terreur, aggrave cette terreur et la pousse à ses limites extrêmes. Voyez l'ours blanc des pôles, le requin blanc des tropiques. Qu'est-ce d'autre que leur blancheur lisse et floconneuse qui les rend horribles à voir? Cette blancheur abominable, d'une affreuse douceur, rend même plus répugnant qu'effrayant leur aspect muet et dévorant. Si bien que la vue du tigre lui-même, avec ses féroces moyens de défense et son pelage héraldique, ne peut abattre le courage comme le fait la vue de l'ours blanc ou du requin. Petit 1. Note de bas de page. En ce qui concerne l'ours polaire, il est possible à celui qui veut aller plus loin dans le sujet de soutenir que ce n'est pas la blancheur en soi qui aggrave l'intolérable laideur de cette brute. Car analysée, cette hideur ne vient que des circonstances, l'irresponsable férocité dont cette créature est investie, contrastant avec la toison d'innocence et d'amour céleste, et qu'en rapprochant dans nos esprits deux émotions si opposées, l'ours polaire nous effraie seulement à cause de ce contraste si peu naturel. Mais même en supposant que ceci soit exact, il n'en reste pas moins vrai que, sans la blancheur, sa vue ne vous emplirait pas d'une terreur aussi intense. Pour le requin blanc, glissant sans effort comme une ombre blanche, quand cette créature est dans son état normal, elle ressemble dans cette qualité à l'ours polaire. Cette particularité est le plus nettement définie par le nom que les Français donnent à ce poisson. La messe romaine pour les morts commence avec Requiem aeternam, repos éternel. D'où Requiem, qui donne son nom à la messe elle-même et aussi à toute musique funèbre.
Faisant donc allusion à la blanche tranquillité de mort de ce poisson silencieux et au doux caractère mortel de ses habitudes, les Français le nomment requin. Fin de note. Voyez l'albatros. D'où proviennent donc ces nuages d'émerveillement spirituel et de pâle horreur parmi lesquels ce blanc fantôme vole dans toutes les imaginations? Ce ne fut pas Coleridge qui, le premier, lui donna ce charme, mais Dieu, ce poète méconnu qui fit la nature du monde. Petit 1, note de bas de page. Je me souviens du premier albatros que j'ai vu. C'était au cours d'un orage qui n'en finissait plus, près des mers antarctiques. De mon quart du matin en bas, j'étais monté sur le pont assombri et là, plaqué contre l'écoutille principale, je vis une chose royale et emplumée, d'une blancheur intacte, avec un bec courbe, romain sublime. De temps à autre, elle voûtait ses ailes d'archange comme pour enlacer une arche sainte. Des trémoussements et des battements extraordinaires la secouaient. Bien que physiquement indemne, elle poussait des cris, comme l'ombre d'un roi en surnaturelle détresse. À travers ses inexpressifs, ses étranges yeux, je pensais atteindre des secrets concernant Dieu. Je m'inclinais comme Abraham devant les anges. Cette chose blanche était si blanche, ses ailes si larges, et dans ces lieux, elle avait l'air si irrémédiablement en exil, que j'en avais oublié les misérables souvenirs des traditions et des villes. Longtemps je regardais cette merveille de plumage. Je ne puis que suggérer vaguement toutes les idées qui me passèrent alors par la tête. Finalement, je me ressaisis, et me retournant, je demandai à un matelot quelle espèce d'oiseau ce pouvait être. « Un gouni », me répondit-il. Je n'avais jamais entendu ce nom auparavant. Était-il possible que cette chose glorieuse fût totalement inconnue des terriens? Non, sûrement. Mais quelque temps après, j'appris que gouni était le nom donné à l'albatros par quelques marins. Tous les vers de Coleridge n'ont rien à voir avec mes impressions mystiques lorsque je vis cet oiseau sur notre pont, car à ce moment, je n'avais pas plus lu les rimes que rencontré l'albatros. Ce disant, je ne fais que renforcer indirectement les mérites déjà brillants du poème et du poète. J'affirme donc que dans sa merveilleuse blancheur, l'oiseau cache le secret de son charme, vérité rendue encore plus évidente par ce solécisme, qu'il y a des oiseaux nommés albatros gris. J'ai vu souvent de ces derniers. Jamais ils ne m'ont donné une émotion comparable à celle de ma rencontre avec l'oiseau antarctique. Comment cette chose mystique avait-elle été capturée? N'en soufflez mot, et je vous le dirai. Avec une ligne et un hameçon traître, tandis que l'oiseau flottait sur la mer. Finalement, le capitaine s'en servit comme facteur en lui attachant un morceau de cuir au cou avec des inscriptions indiquant l'heure et la position du bateau. Après quoi, il lui rendit la liberté. Mais je suis sûr que ce bout de cuir, expédié à l'intention des hommes, a été emporté aux cieux par l'oiseau blanc, volant vers les chérubins qui adorent éternellement dans le repliement de leurs ailes. Fin de bas de page. L'histoire la plus célèbre dans nos annales de l'Ouest et dans les traditions indiennes est celle du cheval blanc des prairies, un magnifique coursier laiteux, avec de grands yeux, une tête petite, un solide poitrail, superbe comme 1000 monarques dans son maintien altier et méprisant. Il était le Xerxès reconnu des vastes hordes de chevaux sauvages, dont les pâturages n'étaient limités en ces temps que par les montagnes rocheuses et Alganis. Dansant à leur tête, il emmenait la troupe ardente vers l'ouest comme cette étoile élue qui, chaque soir, mène des armées de lumière. La cascade étincelante de sa crinière, la comète courbe de sa queue lui donnait un harnachement plus resplendissant que celui que tous les orfèvres du monde auraient pu lui fournir. Apparition impériale et archangélique dans ce monde non déchu de l'Ouest, et qui, aux yeux des vieux trappeurs et chasseurs, faisait revivre les gloires des temps primordiaux, quand Adam marchait majestueux, tel un dieu, tendu fièrement comme un arc et aussi intrépide que ce coursier puissant. Ce dernier galopait parmi ses aides de camp et ses maréchaux, à la tête de cohortes innombrables qui coulaient sans fin à travers les plaines comme coule l'Ohio. Et quand, avec ses sujets qui, à perte de vue, broutaient autour de lui, le coursier blanc les passait en revue. Ses chaudes narines rosissaient à travers cette blancheur laiteuse.
Sous quelques aspects qu'il se présenta, il était l'objet d'un respect craintif et tremblant de la part des Indiens les plus courageux. Et à en juger d'après les annales légendaires de ce noble cheval, c'était surtout sa blancheur qui commandait l'adoration et foudroyait d'une invincible terreur. Mais il est d'autres cas où cette blancheur perd cette force étrange qui glorifie le cheval blanc et l'albatros. Dans l'albinos, elle répugne de façon bizarre et choque l'œil tellement que cet homme est parfois détesté même par ses proches. L'albinos est pourtant aussi bien bâti que tous les autres hommes, mais la simple vue de la blancheur répandue sur sa personne le rend aussi étrangement hideux que le plus laid des avortons. Pourquoi ? La nature ne manque pas une occasion de se servir de la blancheur comme d'un élément de terreur. À cause de leur aspect neigeux, les mers du Sud ont été dénommées rafales blanches. Et, en une certaine circonstance historique, la méchanceté humaine n'a eu garde de l'utiliser. Avec quelle sauvagerie elle renforce l'effet de ce passage de Froissart, lorsque les terribles capucins blancs de Gand tuent leurs baillis sur la place du marché. L'expérience commune et héréditaire de tous les hommes se porte garante du surnaturel qui s'attache à cette douleur. Il est difficile de douter que ce qui effraie le plus dans l'aspect des morts est la pâleur de marbre qu'on leur voit. Comme si, en vérité, elle était autant le signe de la consternation dans l'autre monde qu'elle est l'indice de la frénésie mortelle ici-bas. De cette pâleur des morts, nous empruntons la couleur du linceul, dans lequel nous les enroulons. Dans nos superstitions, nous ne manquons pas de jeter un manteau couleur de neige sur nos fantômes. Toutes les apparitions s'élèvent dans un brouillard laiteux. Oui, et tandis que cette erreur s'empare de nous, ajoutons encore que l'évangéliste nous montre le roi de la fin du monde chevauchant un cheval blanc. L'homme a donc beau symboliser toute chose grande et gracieuse par la blancheur, il ne peut néanmoins nier que, dans sa signification la plus profonde, elle signale à l'âme quelque chose d'exceptionnel. Mais ce point étant maintenant fixe sans contradiction possible, comment l'homme l'expliquera-t-il ? Ici, on ne peut rien analyser. Nous pouvons peut-être citer certains exemples de blancheur auxquels nulle idée d'effroi n'est associée, mais qui, cependant, exercent le même sortilège. Et ce faisant, trouver le fil qui nous conduira à la cause cachée que nous cherchons. Essayons toujours. Bien que dans une telle recherche, la subtilité fasse appel à la subtilité, et que, s'il n'a de l'imagination, nul ne pourra pénétrer dans ce domaine, il est possible que les impressions dont nous allons parler aient été partagées par la plupart des hommes. Mais peut-être que peu d'entre eux étaient entièrement conscients lorsqu'ils les ont éprouvées et que maintenant ils ne s'en souviennent plus. Est-ce que le simple nom de la Pentecôte, le dimanche blanc, ne frappe pas l'imagination des hommes, même incultes, et qui n'ont qu'une très vague idée du caractère spécial de cette fête? Ne voit-il pas une longue, morne, silencieuse et lente procession de pèlerins tristement encapuchonnés, de neige fraîchement tombée? Le simple et ignorant protestant des États du centre de l'Amérique n'évoque-t-il pas une statue sans regard quand il entend parler d'un frère blanc ou d'une nonne blanche? Qu'est-ce donc? Les légendes de guerriers et de rois prisonniers dans des donjons mis à part? Qu'est-ce donc qui fait que la tour blanche de Londres touche plus l'imagination des Américains qui ont peu voyagé que ne le font d'autres constructions voisines comme la tour Bayard ou même la tour du Sang? Et pour ce qui est de ces tours plus sublimes encore, les montagnes blanches du New Hampshire, la simple mention de leur nom produit sur l'âme une gigantesque hallucination, tandis que la pensée que donne la chaîne bleue de Virginie est pleine d'une rêverie embuée, douce et lointaine. Question de latitude et de longitude mis à part, pourquoi le nom de la mer Blanche exerce-t-il sur l'imagination une aussi spectrale impression, tandis que celui de la mer Jaune berce dans des pensées mortellement douces, longs après-midi paisibles sur des eaux laquées, suivis des plus radieux et paresseux couchants. Autre exemple, totalement immatériel, celui-ci, mais qui s'adresse purement à l'imagination. Pourquoi, en lisant les vieux contes de fées de l'Europe centrale, le grand homme pâle, de la forêt du Harz, qui glisse sans un frémissement à travers les bois verdoyants, pourquoi ce fantôme est-il plus terrible que tous les lutins ululants du Boksburg?
Et ce n'est pas uniquement le souvenir de ces tremblements de terre qui ont renversé les cathédrales, ni la ruée des mers déchaînées, ni de l'impassibilité de cieux sans pluie, ni la vue de ce vaste champ de tours penchées, de voûtes brisées, de croix toutes versées, comme les vergues inclinées d'une flotte à l'ancre, ni de ces faubourgs où les murs des maisons s'appuient les uns aux autres comme des jeux de cartes embrouillés. Ce ne sont pas ces choses qui font de Lima l'impassible la plus étrange et la plus triste des villes qu'on puisse voir. C'est que Lima a pris le voile blanc et qu'ainsi l'horreur s'augmente de cette blancheur de son angoisse. Vieille comme Pizarro, elle garde, grâce à cette blancheur, ses ruines toujours neuves. Cette blancheur n'admet pas la riante verdure des ruines. Elle étale sur les remparts rompus une lividité de convulsionnaires morts. Je sais que le vulgaire n'admet pas cette blancheur comme la raison principale de craindre un objet déjà terrible en soi, et que, pour ceux qui manquent d'imagination, il n'y a rien de terrible dans les apparences. Mais pour d'autres esprits, les apparences suffisent. Quand, examinées sous toutes les formes, elles sont universellement et mystérieusement terribles. Ce que j'entends par ces deux mots sera peut-être expliqué par les exemples suivants. Primo. Qu'un marin approche de nuit les côtes de pays étrangers, qu'il entende le grondement des brisants et le voici alerté. Il ressent juste ce qu'il faut de peur pour aiguiser toutes ses facultés. Mais, dans des circonstances identiques, tirez-le de son hamac pour lui faire voir son bateau voguant sur une mer nocturne d'une blancheur de lait, comme si, venus des cirques des montagnes proches, des troupeaux d'ours blancs bien peignés nageaient autour de lui, et vous le verrez éprouver une terreur superstitieuse qui le rendra muet. Le fantôme des eaux blanches le terrorise autant qu'une vraie apparition. C'est en vain que le plomb de la sonde lui assurera qu'il est encore loin des écueils. Cœur et gouvernail lui manqueront, et il n'aura plus de repos tant qu'il ne sera pas de nouveau environné d'eau bleue. Pourtant, où est-il le marin qui avouera « Sœur, ce n'est pas tant la peur de toucher un écueil que la peur de cette hideuse blancheur qui me bouleverse ainsi. » Secondo, pour l'indigène du Pérou, la vue des Andes continuellement coiffées de neige n'a rien de terrible, sauf peut-être par la simple imagination de la désolation des glaces éternelles qui règnent à de si hautes altitudes. Et dans l'idée toute naturelle de la peur qu'il éprouverait s'il était perdu dans des solitudes ainsi inhumaines. De même pour l'homme des forêts de l'Ouest qui, avec une indifférence relative, contemple une prairie illimitée couverte de neige, sans qu'une ombre d'arbre ou un buisson vienne rompre le charme de la blancheur figée. Il n'en est pas de même pour le marin devant le spectacle des mers antarctiques, où parfois, par un tour de passe-passe des puissances du gel et de l'air, grelottant et mi-naufragé qu'il est, il voit, au lieu de l'arc-en-ciel d'espoir, quelque chose qui ressemble à un immense cimetière, le narguant de tous ces mausolées de glace et de toutes ces croix effritées. Mais, direz-vous, ce chapitre sur la blancheur semble n'être qu'un drapeau parlementaire abhorré par une âme froussarde. Vous vous laissez aller à l'hypocrisie, Ismaël. Dites-moi alors pourquoi ce jeune et fort poulain, né dans quelque paisible vallée du Vermont, très loin de toute bête fauve, pourquoi par le jour le plus beau ensoleillé, si vous agitez seulement une peau fraîche de buffle derrière lui, sans même qu'il puisse la voir, même qu'il sente l'odeur musquée de cet animal sauvage, pourquoi tressaillira-t-il, hennira-t-il, et, les yeux exorbités, se mettra-t-il à gratter la terre avec une terreur frénétique? Dans sa verte prairie septentrionale et en lui, il n'y a aucun souvenir d'éventrement par des bêtes sauvages, de sorte que l'étrange odeur musquée qu'il sent n'est pas associée à l'expérience d'un danger antérieur. Que sait-il, ce poulain de la Nouvelle-Angleterre, des bisons noirs de l'Oregon lointain? Ici, vous voyez donc que, même dans une bête muette, l'instinct est révélé du démonisme du monde. Il a beau se trouver à des milliers de milles de l'Oregon, quand il renifle cette sauvage odeur musquée, les troupeaux de bisons qui déchirent et éventrent lui sont aussi présents qu'aux poulains sauvages des prairies qui sont peut-être, à ce même moment, foulés dans la poussière. Ainsi les grondements étouffés d'une mer couleur de lait, les bruits froids des glaçons festonnant les montagnes,
les neiges balayées par le vent sur les prairies, sont pour moi, Ismaël, comme la peau du buffle pour le poulain effrayé. Quoique ni l'un ni l'autre nous ne sachions où se trouve la forge de ce feu mystique, pour moi, pourtant comme pour le poulain, cette forge doit exister quelque part. Et bien que nombre d'aspects de ce monde visible semblent être formés par l'amour, les sphères invisibles furent forgées dans la peur. Mais nous n'avons pas encore éclairé le mystère incantatoire de cette blancheur, ni appris pour quelle raison elle frappe si puissamment l'âme. Et ce qui est plus étrange et encore plus rempli de présages, pourquoi elle est à la fois le symbole le plus significatif des choses spirituelles, le vrai voile du Dieu chrétien, et en même temps l'agent qui rend plus intense l'horreur des choses qui épouvantent l'homme. Est-ce à cause de sa qualité indéfinissable qui fait sortir de l'ombre les immensités sans vie de l'univers et nous anéantit traîtreusement par la pensée de notre vanité, quand nous regardons les blanches profondeurs de la Voie lactée? Est-ce parce que le blanc est moins une couleur qu'une absence de couleur, en même temps qu'il est le profond mélange de toutes? Est-ce cela qui donne son sens au vide muet d'un vaste paysage de neige? Cette chose sans couleur ou colorée par l'absence de Dieu qui nous fait reculer d'effroi? Et si nous considérons une autre théorie de ceux qui ont philosophé sur la nature, nous voyons que toutes les autres couleurs de la terre ne sont que de subtiles illusions, aussi bien les douces teintes du couchant ou du feuillage des bois, que le velours doré des ailes de papillons et des joues des jeunes filles? Oui, rien de tout cela ne fait partie intégrante des choses. C'est un simple enduit, et toute la divine nature est simplement peinte comme la grue dont le chatoyant plumage ne couvre que le charnier intérieur. Plus encore, l'enduit mystérieux qui donne toutes ces couleurs, c'est le grand principe de la lumière, et il est à jamais blanc, sans couleur. Si la lumière frappait directement la matière des choses, elle donnerait sa blancheur vide à tout, à la tulipe comme à la rose. Dès qu'on comprend tout cela, on voit alors la peau lépreuse de l'univers, et comme le voyageur têtu qui refuse de mettre des lunettes noires sur les glaciers de Laponie, si pauvres misérables que nous sommes, nous nous obstinons à regarder à l'œil nu le gigantesque suaire blanc qui enveloppe toutes les choses. Nous sommes irrémédiablement aveuglés. La baleine blanche était le symbole de tout cela. Vous étonnerez-vous maintenant de la férocité de la chasse? Écoute. Chut! Avez-vous entendu ce bruit, Cabaco? C'était pendant le quart de minuit, un féerique clair de lune. Faisant la chaîne, les matelots transportaient l'eau fraîche du réservoir du milieu au réservoir qui se trouvait près de l'écoutille du couronnement de poupe. Plantés droit sur les lieux tabous du gaillard d'arrière, ils faisaient attention de ne point parler et évitaient de faire du bruit avec leurs pieds. Les seaux passaient de main en main dans un silence profond, interrompu seulement de temps en temps par le claquement d'une voile et le ronron continu de la quille qui allait son chemin. C'est au milieu de ce calme qu'Archie, qui faisait partie de la chaîne et qui se trouvait près des écoutilles de l'arrière, chuchota ces mots à son voisin, un cholo. « Chut! Vous avez entendu ce bruit, Cabaco? Attrapez le seau, voulez-vous, Archie? De quel bruit parlez-vous? Le voilà encore, sous les écoutilles. Vous ne l'entendez pas? Une toux, comme une toux. Au diable avec votre toux, passez le seau. Là encore. Le voici. Maintenant, ça fait comme si 2 ou 3 types qui dorment se retournaient. Caramba, suffit comme ça. C'est les 3 biscuits de souper qui s'agitent dans votre estomac. Qu'est-ce que vous voulez que ça soit d'autre? Attention au seau. Dites tout ce que vous voulez, mon vieux, j'ai l'oreille fine. Oui, c'est vous le type qui a entendu cliquer en mer les aiguilles à tricoter de la Quakeresse, à 50 000 de Nantucket. C'est vous le type? Rigolez toujours. Nous verrons ce qui arrivera. Écoutez-moi, Cabaco, il y a en bas, dans la cale d'arrière, quelqu'un qu'on n'a pas encore vu sur le pont. J'ai idée que notre vieux mogol en sait beaucoup plus que nous là-dessus. À 1 quart du matin, j'ai entendu Stubb dire à Flasque qu'il y avait quelque chose de ce genre dans l'air. Fermez-la, passez le seau. La carte. Si nous avions suivi le capitaine Achab en bas, dans sa cabine, après la rafale qui succéda à la folle acceptation de son projet par son équipage,
nous l'aurions vu se diriger vers un couvercle de la barre d'Arcas, le soulever et en retirer un gros rouleau de cartes marines toutes jaunies et froissées. Il les étendit devant lui, sur sa table vissée au plancher, puis, s'asseyant, il se mit à en étudier attentivement les ombres et les lignes, et d'un crayon lent mais sûr, il traça des trajets sur des parties vides auparavant. De temps à autre, il consultait des tas de vieux livres de bord qui se trouvaient à côté de lui et sur lesquels étaient mentionnées les saisons et les endroits où divers vaisseaux de jadis avaient capturé ou vu des cachalots. Tandis qu'il était ainsi occupé, la lourde lampe d'étain suspendue par des chaînes au-dessus de sa tête se balançait continuellement avec le mouvement du bâtiment et projetait des lueurs et des ombres dansantes sur son front ridé. Et il semblait que, tandis que le capitaine marquait lignes et courses sur les cartes froissées, un invisible crayon traçait courses et lignes sur la carte fortement accusée de son front. Mais ce ne fut pas seulement cette nuit-là que, dans la solitude de sa cabine, Achab se pencha ainsi sur ses cartes. Il les sortait presque chaque nuit. Presque chaque nuit, quelques traits de crayon étaient effacés et remplacés par d'autres. Les cartes des 4 océans devant lui, Achab traçait un labyrinthe de courants et de remous pour serrer de plus près le but qu'il s'était proposé dans la folie de son âme. Or, pour qui n'est pas tout à fait au courant des habitudes des Léviathans, il peut sembler une tâche ridicule et vaine de chercher ainsi une seule créature dans les océans illimités de cette planète. Ce n'était pas ce que pensait Achab, qui connaissait toutes les marées et tous les courants, et par eux calculait les déplacements de la nourriture du cachalot, et qui aussi, sachant exactement à quelle saison on chasse le cachalot sous telle ou telle latitude, pouvait arriver à conjecturer raisonnablement, et même presque avec certitude, quel jour ou dans quel endroit il pouvait espérer rencontrer sa proie. On sait de sources certaines, pour l'avoir souvent constaté, que le cachalot fréquente particulièrement certaines eaux, et de nombreux chasseurs pensent que si on l'observait de près, l'étudiant à travers le monde, si les livres de bord de chaque bâtiment de la flotte entière des baleiniers étaient soigneusement collationnés, on verrait dans la migration du cachalot la régularité de la nage des bancs de harengs et du vol des hirondelles. Basés sur ces suggestions, des essais ont été tentés pour dresser des cartes très détaillées des migrations du cachalot. Petit 1, note de bas de page. Depuis que ce récit a été écrit, cette assertion a été reconnue exacte par un avis officiel mis en circulation par le lieutenant Maury de l'Observatoire national, Washington, 16 avril 1851, selon lequel il paraîtrait qu'une carte de ce genre est en voie d'achèvement. Des extraits en sont présentés dans la circulaire. Cette carte divise l'océan en régions de 5 degrés de latitude sur 5 degrés de longitude. En travers de chacune de ces régions et perpendiculairement, il y a 12 colonnes pour les 12 mois de l'année. Et horizontalement, et en travers de chacune de ces régions, il y a 3 lignes. Une donnant le nombre de jours qui ont été passés chaque mois dans chaque région, et les 2 autres donnant le nombre de jours au cours desquels baleines, cachalots ou vraies baleines ont été repérées. Fin de bas de page. De plus, en se transportant d'un site de chasse à un autre, les cachalots, guidés par un instinct infaillible, nagent dans ce qu'on appelle des veines, poursuivant leur route le long d'une ligne donnée de l'océan, avec une précision qu'aucun vaisseau, aidé de cartes, n'a pu atteindre. Dans ce cas, la baleine suit une ligne aussi droite que si elle était tirée au cordeau. Je parle de son sillage, et malgré que cette veine imaginaire qu'elle est censée suivre est généralement quelques milles de large, des fois moins, car elle se rétrécit ou s'élargit, mais sans jamais dépasser le champ de vision qu'on peut avoir de la pomme du mât du baleinier quand il glisse aux aguets le long de cette voie magique. En résumé, dans cet espace et le long de ce chemin, on peut avec confiance s'attendre à rencontrer des baleines en migration. Ainsi donc, non seulement Achab pouvait espérer rencontrer sa proie à des heures prévues et dans des champs séparés, mais bien connus et aussi
En traversant les plus vastes espaces entre ces pâturages d'eau, il pouvait, par son art, régler le lieu et l'heure de son chemin, de sorte que l'éventualité d'une rencontre était loin d'être impossible. Il y avait toutefois une circonstance qui, de prime abord, semblait embrouiller son plan fou, quoique méthodique. Bien que les cachalots qui voyagent par bande aient des saisons de retour régulières sur tel et tel site de chasse, on ne peut pourtant en conclure que ceux qui fréquenteront une certaine latitude seront les mêmes qui s'y seront trouvés l'année d'avant. Cependant, il y a eu des cas particuliers où le contraire s'est trouvé vérifié. La même remarque, plus limitée toutefois, s'applique parmi les vieux cachalots, aux solitaires et aux ermites. En sorte que si Moby Dick avait été vu, par exemple, 1 an auparavant aux Seychelles, dans l'océan Indien ou à la baie du Volcan sur la côte du Japon, il ne s'ensuivait pas que le Pécode était certain de la rencontrer en croisant l'année suivante, en n'importe quelle saison, dans l'un de ces endroits. Tous ces lieux semblaient être des relais, des auberges pour ainsi dire, et non pas des endroits où la baleine séjournait de façon prolongée. Chaque fois que j'ai parlé ici ou là des chances d'Akab dans sa poursuite, j'ai seulement fait allusion à ce qui arrive dans l'ordinaire. Mais ici, la chasse n'était pas ordinaire. La saison et l'endroit où elle devait se faire étaient connus, toutes les possibilités étaient probables, et comme aimait à le penser Akab, toutes les probabilités étaient certaines. Cette saison et cet endroit avaient été appelés la ligne de saison, car là, à ce moment fixé, Moby Dick avait été vu pendant plusieurs années consécutives, s'attardant dans ces eaux, de même que le Soleil, dans sa course annuelle, s'attarde aussi, à intervalles fixes, dans tel ou tel signe du zodiaque. C'était là qu'avaient eu lieu la plupart des rencontres mortelles avec la baleine blanche, et les vagues à cet endroit parlaient d'elle. C'était sur ces lieux tragiques que le vieillard avait trouvé le terrible prétexte de sa vengeance. Mais dans la prudente et lente vigilance du sombre Akab, au cours de cette chasse obstinée, il ne permettait pas de repos à ses espoirs. Sous les prétextes indiqués ci-dessus, quelque flatteurs que fussent ses espoirs, et la certitude de les réaliser, ne pouvait tranquilliser son cœur inquiet et lui conseiller de remettre à plus tard tout autre genre de recherche. Or, le Pécode était parti de Nantucket tout au début de la ligne de saison. Aucune vitesse possible ne pouvait permettre à son capitaine de doubler le grand passage du sud, le Cap Horn, puis, remontant à 60 degrés de latitude, d'arriver à temps dans le Pacifique équatorial pour y croiser inutilement. Il lui fallait donc attendre la saison suivante. Mais l'heure tardive à laquelle le Pécode avait fait voile était peut-être voulue par son capitaine, parce qu'ainsi il avait devant lui 365 jours qui lui auraient été insupportables à terre et qu'il pouvait employer à des chasses variées au cas où, par hasard, la baleine blanche, passant ses vacances dans les très lointains sites de chasse, aurait montré son front ridé dans le golfe Persique, ou dans la baie du Bengale, ou dans les mers de Chine, ou dans n'importe quelles eaux fréquentées par sa race. De sorte que les moussons, vent des Pampas, vent de l'ouest, alizé, n'importe quel vent, sauf celui du Levant et le Simoun, pouvaient pousser Moby Dick dans le sillage en zigzag du Pécode navigant. Ceci dit, n'est-ce pas une idée folle d'imaginer qu'une baleine rencontrée dans le vaste océan puisse être identifiée par le chasseur, tout comme le mufti à la barbe blanche dans les ruelles surpeuplées de Constantinople? Oui, mais le singulier front blanc neigeux et la bosse blanc de neige de Moby Dick ne pouvaient pas, je l'ai déjà dit, ne pas être reconnus. Après s'être penché sur ses cartes jusqu'à une heure avancée de la nuit, Akab murmurait tout en se rejetant dans ses rêveries. « Je l'ai marquée. M'échappera-t-elle ? Ses larges fanons sont percés et déchiquetés comme l'oreille d'une brebis égarée. » Ici, son cerveau s'élançait pour une course haletante, au point que, las et défaillant, il lui fallait monter sur le pont pour recouvrer ses forces. Dieu, que les transes des tourments peuvent ronger un homme dont la vengeance est insatisfaite. Il dort les poings serrés. S'il se réveille, c'est avec ses ongles enfoncés jusqu'au sang dans ses paumes. Souvent chassé de son hamac par des rêves épuisants et intolérables de vérité, suscités par ses pensées de la journée,
poursuivi avec frénésie, tourné et retourné dans son cerveau, embrassé au point que les battements même de son cœur devenaient une insupportable angoisse, il sentait ses convulsions spirituelles soulever tout son être, un abîme s'ouvrir en lui, d'où débordaient éclairs et flammes, qui semblaient vouloir l'engloutir. Alors, quand cet enfer s'entrebâillait en lui, un cri fou retentissait à travers le navire, et Achab, les yeux hors de la tête, jaillissait de la cabine comme s'il voulait échapper à un lit de feu. Toutefois, ses rêves, au lieu d'être les symptômes de quelque faiblesse ou de peur devant ses propres résolutions, n'étaient peut-être que les signes évidents de leur intensité. À ces moments-là, ce qui faisait dresser Achab en pleine horreur, ce n'était pas la conscience de sa folie. Il ne jaillissait pas de son hamac, terrifié à l'idée de cette impitoyable détermination rusée qu'il mettait à chasser la baleine blanche. Non, dans le sommeil, l'essence même de son âme, délivrée du joug de son esprit, se révoltait et cherchait à s'enfuir de lui, comme d'un terrible compagnon. Mais l'esprit ne peut exister que soudé à l'âme, et Achab devait tout vaincre pour imposer même aux dieux et aux démons sa volonté indépendante qui voulait frapper son but par-delà même les dieux et les démons. Ainsi son libre propos pouvait continuer à vivre hors de lui, comme un enfant abandonné, tandis que l'Achab ordinaire, frappé d'horreur, fuyait. Et ce qui semblait être Achab, jaillissant de la cabine, n'était plus qu'une coquille vide, un être sans âme, somnambulique, un éclair de lumière encore vivant, certes, mais sans rien à éclairer, donc un néant. Que Dieu t'assiste, vieillard. Tes pensées ont créé une créature en toi. Leur intensité te fait semblable à Prométhée. Un vautour se nourrira à jamais de ton cœur, ce vautour que tu as créé toi-même. L'attestation. Bien qu'en dehors du récit, ce chapitre-ci, dans sa première partie, est aussi important que n'importe lequel de ce volume par les détails qu'il donne sur de curieuses habitudes du cachalot. Mais le principal dont il traite doit être abondamment et familièrement expliqué pour être bien compris et pour déraciner l'incrédulité que peuvent être tentés de montrer certains lecteurs ignorant totalement le sujet. Je ne m'acquitterai pas méthodiquement de cette tâche. Je me contenterai de citer à part les choses qu'en ma qualité de baleinier, je sais exactes. Je suppose que, de ces citations, la conclusion que je souhaite s'impose d'elle-même. Primo. Personnellement, j'ai vu 3 cas où une baleine s'est échappée après avoir été harponnée et qui, frappée de nouveau par la même main, après un intervalle de 3 ans, a été tuée. Les 2 fers, tous 2 marqués de la même marque privée, ont été retirés du corps. J'ai dit qu'en l'occurrence, 3 années s'étaient écoulées entre le lancement des 2 harpons. Je crois même que c'était plus de 3 ans. L'homme qui les avait lancés, ayant fait entre-temps un voyage en Afrique sur un bateau marchand, et quand il l'eut abordé, il s'enrôla dans une expédition d'exploration à l'intérieur qui dura presque 2 ans, au cours de laquelle sa vie fut souvent mise en danger par les serpents, les sauvages, les tigres, les miasmes empestés et tous les dangers qui accompagnent un voyage au cœur des régions inconnues. Cependant, la baleine qui l'avait frappée avait dû voyager elle aussi. Elle avait sans doute fait 3 fois le tour du globe, frôlant de ses flancs, mais en vain, toute la côte de l'Afrique. Cet homme et cette baleine se rencontrèrent de nouveau, et l'un vainquit l'autre. Je dis donc que j'ai connu 3 cas semblables à celui-ci. J'étais présent pour 2 d'entre eux, quand les baleines furent frappées, et à la seconde attaque, j'ai vu de mes yeux, les 2 fers marqués sortir du cétacé mort. Pour celui de 3 ans, j'étais dans l'embarcation les 2 fois. Première et dernière, et la dernière fois, je reconnus distinctement une sorte de grain de beauté spécial, énorme, sous l'œil de la baleine, le même que j'avais observé 3 ans avant. Je dis 3 ans, mais je suis presque sûr que c'était beaucoup plus que ça. Voici donc 3 cas que je puis personnellement affirmer authentiques. Mais j'ai entendu des gens dignes de confiance en citer nombre d'autres. Secondo. Il est avéré, dans les pêcheries de cachalots, malgré l'ignorance des terriens en cette affaire,
qu'il y a de nombreuses histoires mémorables où une baleine de forme particulière a été vue plusieurs fois en des lieux et à des moments différents. Pourquoi de telles baleines étaient ainsi remarquées? Ce n'était pas pour les différencier des autres. Il est totalement indifférent qu'elles soient dissemblables. Elles sont toutes uniformisées et réduites en huile précieuse. Non, la raison était la suivante. Un prestige de danger entourait cette baleine assez comparable à celui qui entourait Rinaldo Rinaldini, et quand ils la découvraient flânant autour d'eux, la plupart des chasseurs se contentaient de la saluer en touchant leur chapeau de toile cirée, sans nullement chercher à pousser plus avant dans son intimité, comme ces pauvres bougres qui, à terre, reconnaissant un irascible grand homme, le saluent prudemment de loin, au lieu de venir quêter un coup de pied au cul dans sa proximité. Et non seulement chacune de ces baleines jouissait vivante d'une grande notoriété, vous pouvez même dire d'une renommée qui s'étendait sur tous les océans, mais morte, elle était immortalisée dans les contes du gaillard d'avant. Elle avait droit aux privilèges et distinctions d'un nom tout autant que Cambyse ou César. N'est-il pas vrai, Timur Tom, Léviathan célèbre, balafré comme un iceberg, toi qui t'es si souvent caché dans les détroits d'Orient et dont le jet fut si souvent aperçu entre les palmiers de la plage d'Ombay, n'est-il pas vrai, New Zealand Jack, toi, terreur de tous les vaisseaux qui croisaient dans le voisinage de la terre de Tato? N'est-il pas vrai, ô Morcam, roi du Japon dont on dit que le haut jet prenait parfois l'aspect d'une croix neigeuse sur le ciel? N'est-il pas vrai, ô Don Miguel, toi, baleine du Chili, marquée sur le dos, comme une vieille tortue d'hiéroglyphes mystérieux? Toute proportion gardée, voici 4 baleines aussi bien connues des étudiants de l'histoire cétacéenne que Marius et Sylla des étudiants de l'histoire classique. Mais ce n'est pas tout. New Zealand, Tom et Don Miguel, après avoir à plusieurs reprises causé de grands dégâts parmi les baleinières de différents vaisseaux, ont été finalement cherchés, dépistés, chassés et tués par de vaillants capitaines baleiniers qui avaient levé l'ancre dans ce seul but, de même qu'autrefois, le capitaine Butler s'était mis en tête de capturer à travers les bois de Narragansett le sauvage et meurtrier Anawan, guerrier du roi indien Philippe. Je ne saurais trouver un meilleur endroit qu'ici pour parler d'une ou des 2 autres choses qui me semblent importantes, puisque, sous forme d'imprimés, elles établissent la nature raisonnable de toute l'histoire de la baleine blanche, et plus spécialement de la catastrophe. Car c'est là un de ces cas décourageants où la vérité a tout autant besoin d'être soutenue que l'erreur. Les terriens, pour la plupart si ignorants de quelques-unes des plus simples et des plus tangibles merveilles de ce monde, sans tous ces rappels de faits historiques ou non de la pêcherie, pourraient faire fi de Moby Dick, comme d'une fable monstrueuse ou, pis encore, comme une hideuse et intolérable allégorie. Primo, bien que la plupart des hommes aient quelques vagues et fuyants aperçus des périls ordinaires de la grande pêcherie, néanmoins, ils n'ont rien qui approche d'une conception assise et vive de ces périls et de la fréquence avec laquelle ils se répètent. La raison de cela est sans doute que pas un sur 50 des désastres et des morts par accident de la pêcherie ne se trouve consigné par les rapports publics. Supposez-vous que ce pauvre type qui, pris dans la ligne de la baleinière, en ce moment peut-être, est en train d'être halé dans les fonds marins sur quelques côtes de Nouvelle-Guinée. Supposez-vous que le nom de ce pauvre type va figurer dans les colonnes du journal que vous lirez demain pendant que vous prendrez votre petit déjeuner? Non, n'est-ce pas? La poste est très irrégulière entre ici et la Nouvelle-Guinée. Et même, avez-vous jamais reçu des nouvelles régulières directement de la Nouvelle-Guinée? Pourtant, j'affirme qu'au cours d'un certain voyage que je fis, parmi tant d'autres, dans le Pacifique, nous avons parlé avec 30 différents bâtiments. Chacun d'eux avait eu un mort du fait de la baleine. Certains plus d'un. 3 vaisseaux avaient perdu chacun l'équipage entier d'une baleinière. Pour l'amour de Dieu, soyez donc économes de vos lampes et de vos bougies. Il n'est pas un litre d'huile que vous brûlez qui n'ait coûté une goutte de sang humain. Secondo, les terriens ont bien une vague idée que la baleine est une énorme créature douée d'une énorme puissance.
Mais quand je leur décrirai un exemple précis de cette double énormité, je n'ai jamais entendu d'eux que des compliments significativement piquants sur la plaisanterie, alors que, je le jure sur mon âme, je n'avais pas plus l'idée d'être drôle que n'avait été Moïse quand il écrivit l'histoire des plaies d'Égypte. Heureusement, le point particulier que je cherche à établir peut l'être ici par un témoignage entièrement indépendant du mien. Ce point est celui-ci. Le cachalot est, en certains cas, assez puissant, intelligent et sciemment méchant pour pouvoir, avec préméditation, enfoncer, détruire et faire sombrer un grand vaisseau. Il l'a fait. Primo, dans l'année 1829, le bateau Essex, commandé par le capitaine Pollard de Nantucket, faisait une croisière dans l'océan Pacifique. Un jour, il vit des jets, mit ses embarcations à l'eau et donna la chasse à un banc de cachalots. Bientôt, plusieurs furent blessés. Subitement, un très gros cachalot s'échappa des embarcations. Sorti du banc, fonça droit sur le vaisseau et, s'élançant contre ses flancs, il le creva avec son front, de telle sorte qu'en moins de 10 minutes, l'Essex fit l'eau et se retourna. Pas une planche n'en a été vue depuis. Après avoir été exposé aux plus dures épreuves, une partie de l'équipage atteignit la terre dans les canots. Le capitaine Pollard, après être rentré chez lui, fit voile une fois encore pour le Pacifique, à la tête d'un autre bâtiment, mais les dieux le firent naufrager de nouveau sur des rochers inconnus. Pour la seconde fois, son vaisseau fut perdu, et depuis, ayant juré de renoncer à la mer, il tint parole. En ce moment, le capitaine Pollard réside à Nantucket. J'ai vu Owen Chase, qui était second à bord de l'Essex, au moment du désastre. J'ai lu sa simple et fidèle narration. J'ai parlé avec son fils, et tout cela à une distance de quelques milles du lieu de la catastrophe. Petit 1, note en bas de page. Ce qui suit est extrait de la narration de Chase. L'ensemble des faits semble me permettre de conclure que tout, sauf le hasard, avait dirigé ses opérations au cachalot. Il mena 2 attaques distinctes sur le vaisseau. À court intervalle, toutes deux, selon leur direction, calculées pour nous faire le plus grand mal, étaient faites de la tête et ainsi combinant la vitesse des 2 objets pour le choc. Ces manœuvres étant exactement celles qu'il fallait pour réussir. Son aspect était très horrible et indiquait le ressentiment de la fureur. Il sortit directement du banc dans lequel nous venions de pénétrer et dans lequel nous avions frappé 3 de ses compagnons. Il venait comme s'il était emporté par le désir de venger leurs souffrances. Et encore. En tout cas, tout se passa en un même moment devant mes propres yeux et me laissa l'impression d'une méchanceté calculée et décidée de la part du cachalot. Je ne me souviens plus de tout ça à présent, mais je suis certain d'être exact en disant ceci. Voici ces réflexions quelque temps après qu'ayant quitté le vaisseau quand, au milieu de la nuit noire, dans une embarcation ouverte, il désespérait d'atteindre une côte hospitalière. Le sombre océan n'était rien, les eaux houleuses non plus. La crainte d'être englouti dans quelque terrible tempête ou celle d'être jeté sur des rochers cachés ne nous venait pas à l'esprit plus d'un instant. La triste épave et l'horrible air de vengeance du cachalot m'occupèrent jusqu'à ce que vint le jour. Dans un autre endroit, page 45, il parle de l'attaque mystérieuse et mortelle de l'animal. Fin de la note. Secondo. L'Union, vaisseau de Nantucket également, se perdit corps et biens en 1807, sur la côte des Açores, au cours d'une semblable attaque. Mais il ne m'est jamais parvenu de détails authentiques de cette catastrophe, bien que, de temps à autre, j'ai entendu les chasseurs de baleines y faire allusion. Tertio. Il y a quelque 18 ou 20 ans, le commandant J., qui commandait alors une corvette de guerre américaine de première classe, dînait par hasard avec un groupe de capitaines baleiniers, à bord d'un bâtiment de Nantucket, dans le port de Oahu, aux îles Sandwich. La conversation tombant sur les baleines, le commandant se permit d'être sceptique quant à la force étonnante que leur attribuaient les gentlemen professionnels présents. Par exemple, il niait péremptoirement qu'aucune baleine puisse frapper sa bonne corvette de telle sorte qu'elle est une figue grosse comme un dé. Bon, mais il y eut la suite. Quelques semaines plus tard, le commandant mit le cap de son invincible bateau sur Valparaiso.
il fut arrêté en route par un cachalot corpulent qui sollicita quelques moments d'entretien confidentiel avec lui. Cette conversation consista à donner un tel coup à la corvette du commandant que, toutes ses pompes en action, il dut filer droit au plus prochain port pour se faire réparer. Je ne suis pas superstitieux, mais je considère que l'interview du commandant avec la baleine était providentielle. Est-ce que Paul de Tarse ne fut pas guéri de l'incroyance par une peur analogue? Je vous le répète, le cachalot ne permet pas qu'on le blague. Je vais maintenant m'en référer au voyage de Langsdorff, pour une petite circonstance se rapportant spécialement à ce qui précède et qui est particulièrement intéressante pour celui qui écrit ce livre. Langsdorff, ceci dit en passant, était attaché à la fameuse expédition d'exploration de l'amiral russe Krusenstern au commencement de ce siècle. Le capitaine Langsdorff commence ainsi son 17e chapitre. Le 13 mai, notre vaisseau était prêt à partir, et le lendemain, nous étions au large en route pour Ochotsk. Il faisait un temps clair et beau, mais si intolérablement froid, que nous étions obligés de garder nos vêtements de fourrure. Pendant quelques jours, nous eûmes très peu de vent. Ce n'est que le 19 qu'une rafale vive s'éleva du nord-ouest. Une baleine très grande, dont le corps était plus large que le vaisseau lui-même, était couchée presque à la surface de l'eau, mais ne fut pas aperçue du bord jusqu'au moment où le vaisseau, qui avait mis toute voile, était presque sur elle, de sorte qu'il était impossible de l'éviter. Nous fûmes ainsi placés dans un danger imminent, car cette créature gigantesque, arrondissant son dos, souleva le vaisseau d'au moins 3 pieds hors de l'eau. Les mâts penchèrent, les voiles tombèrent les unes contre les autres, tandis que tous ceux des nôtres qui se trouvaient en bas montèrent aussitôt sur le pont, pensant que nous venions de heurter quelques récifs. Au lieu de ça, nous vîmes le monstre s'éloigner avec la plus grande solennité. Le capitaine Wolf s'occupa aussitôt aux pompes pour savoir si le vaisseau n'avait pas été endommagé par le choc, mais il se trouva que, très heureusement, il était entièrement indemne. Or, le capitaine Wolf, auquel il est fait allusion ici, comme commandant du vaisseau en question, est de New England, et, après une longue vie d'aventure peu commune comme capitaine de mer, réside aujourd'hui même dans le village de Dunchester, près de Boston. J'ai l'honneur d'être un de ses neveux. Je l'ai questionné sur ce passage de Langsdorff. Il en confirma chaque mot. Le vaisseau, néanmoins, n'était pas grand du tout. C'était un vaisseau russe construit sur la côte sibérienne et acheté par mon oncle après qu'il eut échangé celui avec lequel il était venu. Dans le viril livre d'aventures, à l'ancienne mode si rempli aussi d'honnêtes merveilles, Le voyage de Lionel Warter, un des vieux compagnons de l'ancien Dampier, j'ai trouvé une petite histoire si semblable à celle que je viens de citer de Langsdorff que je ne puis me retenir de l'insérer ici afin de corroborer cet exemple, si tant est que ce soit nécessaire. Lionel, semble-t-il, était en route pour John Fernandino, comme il appelle le Juan Fernandez moderne. En route, dit-il, vers 4 heures du matin, alors que nous étions environ à 150 lieues du continent américain, notre vaisseau ressentit un terrible choc, ce qui mit nos hommes dans une telle consternation qu'ils ne savaient où il était ni ce qu'ils devaient penser, et tout le monde se préparait à la mort. À la vérité, ce choc avait été si soudain et si violent que nous étions tous persuadés que le vaisseau avait touché un rocher. Le premier moment de surprise passé, nous sondâmes, mais nous n'atteignîmes pas le fond. La soudaineté du choc avait fait sauter les canons de leur affût, et plusieurs hommes avaient été projetés de leur hamac. Le capitaine Davis, qui dormait, la tête couchée sur un fusil, fut jeté hors de sa cabine. Puis Lionel continue, et il attribue le choc à une secousse sismique, et semble vouloir le prouver en disant qu'un grand tremblement de terre, à peu près en ce même moment, fit vraiment beaucoup de mal le long de la côte espagnole. Quant à moi, je ne serais pas étonné que, dans les ténèbres de cette heure matinale, le choc ait été causé par une baleine inconnue, qui, de dessous et verticalement, avait donné un coup à la coque. Je pourrais continuer en donnant d'autres exemples que j'ai appris de manière ou d'autre, de la puissance et de la malice que montre parfois le cachalot.
Dans plus d'un cas, on sait que non seulement il a poursuivi les baleinières qui l'attaquaient, mais le vaisseau lui-même et qu'il a tenu longtemps contre les harpons qu'on lui lançait des ponts. Le vaisseau anglais Pussy Hall en sait quelque chose. Et quant à sa force, laissez-moi vous dire qu'il y a eu des exemples où, dans une accalmie, les filins attachés à un cachalot ayant été transportés et amarrés sur le vaisseau, la bête s'en alla à travers l'eau, traînant cette lourde coque comme un cheval traîne une charrette. Et encore, on a souvent remarqué que si le cachalot a le temps de se ressaisir une fois frappé, il n'agit pas tellement alors avec une rage aveugle qu'avec une volonté délibérée de détruire ses poursuivants. Et c'est une éloquente indication de son caractère qu'étant attaqué, il ouvre souvent la gueule et la tient dans cette terrible position pendant plusieurs minutes consécutives. Mais je dois me contenter d'un seul et dernier exemple qui ne manquera pas de vous montrer que non seulement l'événement le plus merveilleux de ce livre est authentifié par les simples faits qui se passent de nos jours, mais que ces merveilles, comme toutes les merveilles, ne font que se répéter au cours des âges. De sorte que, pour la millionième fois, il nous faut dire Amen avec Salomon. En vérité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Au VIe siècle, dans le temps où Justinien fut empereur et Bélisaire général, vivait Procope, juge chrétien de Constantinople. Comme on sait, il écrivit l'histoire de son temps, œuvre d'une rare valeur. Parmi ceux qui font la plus grande autorité, il a toujours été considéré comme un historien digne de foi, n'exagérant qu'à peine et à propos de détails qui ne concernent pas ce dont nous allons parler. Dans cette histoire, Procope fait mention d'un fait qui eut lieu quand il était préfet de Constantinople. Un grand monstre marin fut capturé dans le Propontine, voisine ou mer de Marmara, après avoir détruit dans ses eaux des vaisseaux pendant une période de plus de 50 ans. Un fait ainsi rapporté par un écrivain sérieux ne peut que difficilement être mis en doute. Il n'y a aucune raison pour qu'il le soit. Il n'a pas dit à quelle espèce précise appartenait le monstre, mais puisqu'il détruisit des vaisseaux et aussi, étant donné d'autres raisons, ce devait être une baleine. Et personnellement, je pense que c'était un cachalot. Voici pourquoi, pendant longtemps, j'ai cru que le cachalot était inconnu en Méditerranée et dans les eaux profondes qui y touchent. Même à présent, je demeure convaincu que, dans l'état actuel des choses, ces mers ne sont pas et ne peuvent jamais être un endroit où ils puissent s'arrêter par troupes. Or, il a été prouvé récemment que, dans les temps modernes, la présence de cachalots isolés a été constatée en Méditerranée. On m'a dit de sources sûres que sur la côte barbaresque, le commodore Davis, de la flotte britannique, a trouvé le squelette d'un cachalot. Ainsi, étant donné qu'un bateau de guerre peut facilement passer par les Dardanelles, à plus forte raison, un cachalot peut emprunter la même route pour gagner la Propontine. Dans la Propontine, pour autant que je sache, le brit, qui est l'aliment de la vraie baleine, ne se trouve pas. Mais j'ai tout lieu de croire que l'aliment du cachalot se trouve au fond de cette mer, puisque certaines de ces grandes créatures ont été trouvées à la surface. Si, donc, vous assemblez tous ces faits et y réfléchissez un peu, vous verrez clairement et conviendrez que le monstre marin de Procope, qui, pendant un demi-siècle, détruisit les bateaux de l'empereur romain, devait, selon toute probabilité, être un cachalot.